Bonjour, je suis Paul Menant, cofondateur de Design Club, un collectif international 100% design et research. Grâce à la force du nombre, on accélère les projets de nos clients et la carrière de nos membres. Je t'encourage à nous découvrir sur notre site designclub.global. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer le podcast Head of Design, un podcast qui met en lumière ces personnalités inspirantes qui définissent les tendances du design. Vous découvrirez leur parcours, savoir-faire et les convictions qui les animent, tout en partageant leurs bonnes pratiques et recommandations. Enfin, si tu apprécies notre démarche et ce podcast, tu peux nous supporter en donnant ton avis 5 étoiles et t'abonner à l'émission pour suivre nos prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée. L'expérience podcast est incroyable et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Allez, c'est parti. Vous avez laissé votre manteau au vestiaire ? Bienvenue dans le club. Aujourd'hui, nous recevons Romain Landsberg, Head of Design chez Minalea et professeur à l'ISA. Tu es le nouvel invité de ce podcast et je te remercie chaleureusement d'avoir répondu positivement à mon invitation. Romain, bonjour. Salut Paul, écoute, je suis hyper content aussi de faire ce podcast avec toi et de passer un peu de temps à exposer un peu ce que j'ai pu faire et prendre un peu de recul, ce qui est toujours intéressant aussi pour moi. Ouais. Bah écoute, de même, moi j'ai beaucoup entendu parler de toi chez UX République quand j'ai eu ma période là-bas, parce que bah, tu as été un des créateurs du UX République. Et puis, donc on va discuter un petit peu justement de ce parcours-là, des différentes étapes. On va aussi expliquer ce que tu fais aujourd'hui chez Minalea. On va aussi essayer de comprendre une vision que tu as aussi un peu de la décroissance de la carrière ou en tout cas une vision un petit peu novatrice sur qu'est-ce qu'on fait après avoir été Head of Design. Et puis on va discuter aussi de la formation, de ce que tu fais à l'ISA, parce que c'est toujours ultra important de partager ses compétences. Et peut-être on pourra évoquer aussi l'arrivée des profils juniors dans le monde de l'entreprise et peut-être du niveau que ces jeunes peuvent avoir. Et ce sera intéressant d'échanger parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes designers qui se posent beaucoup de questions. On a sur un marché de l'emploi qui est un peu complexe. Et voilà, je pense que ça peut être des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Ça te va ? C'est super, écoute. Trop bien. Romain, la première question que j'aime poser à mes invités en début de podcast, c'est à quel moment, toi, tu découvres le design dans ta vie ? Dans un ancien millénaire, on va dire, moi, si je vais remonter, parce que j'ai découvert le design très tôt, à 20 ans en fait, et sauf que j'étais vraiment pas le bon élève en dessin au collège, où je faisais pas de matière artistique au lycée. D'accord. J'étais plutôt sportif et à 16 ans, crise de l'adolescence, guitare électrique et cheveux longs, Ok. période post-grunge et donc pas du tout relié au dessin en fait, ouais, et à l'art D'accord. plastique, voilà. Et on m'offre, je commence à faire une université de géographie à Toulouse. Et je sais plus qui, comment, quoi. On m'offre des craies grasses comme cadeau, en fait, comme ça. Je sais pas pourquoi. Parce que je devais gribouiller quand même un petit peu de temps en temps. Et là, c'est une forme de révélation. Autant là où j'avais jamais été capable de créer un morceau de musique cohérent. Je dis pas que c'était génial, mais autant je trouvais que ce que je dessinais, ça avait un peu de sens. En tout cas, c'était cohérent. En tout cas, à minima cohérent. Et comme la fac me plaisait pas, je me suis mis à dessiner toute l'année en fait, quoi. Et Ok. voilà, j'ai dessiné toute l'année et il a fallu avoir une discussion avec mes parents, genre ce que je fais me plaît pas. Et mon père en fait m'a dit, qui est quelqu'un de très pragmatique, écoute, artiste c'est super, mais bon, je pense pas que ça soit un métier c'est pas un métier, tu vas galérer. À tort ou à raison, je veux pas du jugement de valeur là-dessus, mais en tout Ouais. cas, effectivement, c'était pas fait pour moi. C'est parce qu'il y a de plus rassurant pour des parents de prime abord. Tout Ça à peut fait. s'entendre. Je le suis, je me mets à sa place aujourd'hui. Je trouve que voilà, il a eu raison. Il m'a dit, il existe un métier qui s'appelle infographiste à l'époque, c'était le nom. Il avait Incroyable. un catalogue métier. Et moi, j'hésitais à faire journaliste, tout ça, en fait, globalement. Et du coup, Ouais, ok. j'ai passé j'ai rencontré des écoles à Paris. Parce que je voulais revenir à Paris, j'étais à Toulouse, je voulais revenir à Paris pour me rapprocher
de chez mes parents et j'ai visité des écoles, dont une où je suis devenu professeur, Lisa, après coup, hein. J'étais devenu élève avant tout. Incroyable. Et et en fait, je venais de la fac et là, je rentre dans une petite école humaine, pas humaine, et c'est là où j'ai découvert un peu le métier d'infographiste. Alors en prépa, c'est très très sommaire, on fait des couleurs, des affiches. Mais le design web, donc c'était en 99, ça, en dernière année, donc entre 2001 et 2002, il y avait un cours de Flash, Adobe Flash, un ancien logiciel, et le Dreamweaver qui servait à faire du CSS. Et c'est là où je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire globalement. Les affiches, c'est sympa, le print, c'est sympa, mais j'y voyais un énorme potentiel et un Ouais. énorme jeu. Tout était à définir, en fait. C'est ça qui était intéressant. Parce que j'imagine que tu geekais un peu chez toi. Je me dis, si ton père te parle d'infographisme et tout, peut-être qu'il était déjà un petit peu dans le monde de l'informatique ou peut-être même pas du tout. Pas du tout, vraiment pas. Vraiment, D'accord, c'est ouais, à part incroyable. si je jouais à des jeux vidéo, j'avais des jeux, Ouais, j'avais un Amiga 500 pour les jeux. À part mettre une disquette de jeu, j'ai jamais ouais, essayé de d'accord. quoi. Ouais, ouais, je comprends. Non, je crois que j'ai dû bidouiller une fois sur Paint à 14 ans parce que je trouvais ça drôle. Mais au-delà de ça, non, 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 c'était pas du tout. C'est pas par la technique, clairement pas, qui m'a intéressé. C'est plutôt vraiment par la création d'images. En fait, c'est peut-être là le chemin. Ouais, Et et j'allais dire, et à la fois quand tu parles de journalisme aussi, c'est des mots que j'ai déjà entendus sur d'autres discussions. Et ouais, bah, le ça rejoindra un peu journaliste, l'expérience. c'est drôle, ça se rapproche aussi beaucoup du Ouais, c'est designer. s'intéresser à poser des questions en fait, quoi. C'est poser des questions. Et effectivement, ça rejoint. Et aussi, tu vois, la géographie, euh, c'est quand même beaucoup de cartes et d'histogrammes. Et en fait, la data vis, j'en ai quand même beaucoup fait dans ma vie. Et du coup, c'est des choses qui m'ont un peu servi, tu vois, mais Mhm. en sous-couche, tu vois. Culturellement, ouais, aussi. Culturellement, voilà, ouais, j'avais déjà eu ce rapport-là. J'aimais ça. Et en fait, je trouve que le métier de designer a vraiment synthétisé ces trois envies, en fait. Ouais, Tu vois, ces c'est ça qui. ces différents intérêts intellectuels synthétisés, hein. Ouais. Ok, et donc, bah, raconte-nous justement rapidement tes premiers emplois et puis peut-être l'arrivée Ouais. aussi de l'entrepreneuriat pour toi. Oui, alors, en fait, je sais que tu es écouté par beaucoup d'élèves qui sont en design. Et c'est vrai que le lendemain de l'école, il n'y a pas d'alternance à l'époque. C'était vraiment, on faisait troisième année et on était lâchés dans le grand bain. Et l'ISA, à l'époque, était une super école, mais une école pas très, comment dire, Pro- orientée monde professionnel. Et Professionnalisante, le ouais. web, et en plus, moi, je vais faire du web. J'avais un book assez artistique où je scannais de la viande, des poissons, des choses comme ça. C'était adoré par les profs, mais Ok, quand j'arrivais avec mon book dans des entreprises, j'étais vu un peu comme un ovni. ouais. Donc pas évident. Et mine de rien, c'était aussi 2001, c'était aussi, alors c'est une vieille époque, mais il y C'est avait le eu début. l'explosion de la bulle Internet. Il y avait plein de gens qui étaient sur le marché de l'emploi. Donc c'est aussi, on peut faire un parallèle avec aujourd'hui où c'est un peu plus difficile aujourd'hui le marché de l'emploi, mais ben, il y avait ça, il y avait pas beaucoup d'annonces, il y avait même quasiment pas d'annonces. Donc moi j'ai décidé de refaire une alternance. J'ai trouvé une alternance pour apprendre du web, une école qui est morte depuis, qui était nulle. J'ai rien appris dans cette école, mais ça m'a permis une chose, c'est de rentrer dans le monde professionnel. Ça a été Ouais. ma porte. Il a fallu que je rentre quelque part. Je suis rentré par la toute petite porte, par une agence qui était prestataire des pages jaunes, où j'ai appris à faire ce que je voulais pas être en fait. Et j'ai appris à travailler vite de façon rigoureuse, mais c'est aussi j'ai appris à faire un métier qui me plaisait pas. Les journées étaient interminables. Euh, mais Mais il à y a la un fois, t'es rentré dans le marché de l'emploi et je sais que bah, je pense que toutes les personnes qui ont eu, enfin, il y en a beaucoup, je pense, qui ont eu cette difficulté à rentrer dans le marché de l'emploi. Moi-même, à l'époque, je me posais pas mal de questions et c'est vrai que ben, avoir un premier poste, tu dis bon, c'est peut-être pas celui qu'on aurait rêvé, mais ouais. au moins t'es dans le game et puis après, bah, à toi de faire tes preuves et d'aller chercher plein d'autres choses dans ce poste qui est pas fou pour essayer d'aller en chercher d'autres après dans d'autres entreprises. Ouais, carrément. Et puis en plus, bon, il y a deux facteurs. Il y a le facteur, c'est que l'école, à l'époque, nous disait qu'on était l'école flatte un peu globalement les élèves. C'est aussi ça. On se croit attendu, ce qu'on n'est pas du tout. Mon père, je reviens à mon père souvent, c'est pas une psychanalyse que je suis en train de faire, mais en fait, il disait, mais t'es pas attendu, mec, il y a rien, il y a personne qui croit pas ça, quoi. Et moi, je me dis, si, tu vas voir. Et effectivement, là-dessus, il avait raison. Il a fallu, et après aussi, plus, c'est dans cette boîte qui était pas, j'ai quand même appris plein de choses, en fait, parce qu'il y a des gens qui travaillent depuis des années, j'avais des patrons,
avec des qualités et défauts globalement. Et surtout, ça a été cette première boîte, ça a été un vrai changement dans ma vie parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait rentrer plus tard chez Bakelit. Et chez Bakelit, on va en parler, mais ça a été Ouais. un vrai tournant dans ma carrière. Donc je Et suis puis, resté. bah, Pardon. ouais, pardon, non, je me suis permis de te couper, c'est parce que je voulais mettre en avant l'importance du réseau. Oui. Et ça, pareil aussi, ben, parfois, on n'imagine pas, mais on va rencontrer des gens super à des moments de sa vie et il faut pas passer à côté parce que Ça, c'est ça peut changer la vie globalement, quoi. quand on rentre dans un circuit, bah là, on rentre dans un circuit où on croise d'autres gens qui vont aussi avoir des carrières et qui vont, à un moment, avoir besoin d'un profil comme toi. Et si tu t'es humainement bien entendu et que tu as démontré une certaine capacité à faire ton travail correctement, Ouais. il y a de fortes chances que voilà, que tu rebondisses comme ça. Et il s'appelle Raphaël. Si moi, s'il écoute ce podcast, je le salue, je le remercie pour ça. Un personnage lui aussi. Et du coup, ouais, je suis resté 2 ans et demi là-bas et à la fin, j'en pouvais plus parce que en même temps, je travaillais le soir pour faire du site web. Je voulais faire du web, moi, et le soir, en Mm. plus de mon travail, j'acceptais de faire des sites en Flash que je savais pas faire avec des bases de données. Et j'ai fait, bon, bah oui, je sais faire, bien sûr. Pour gagner l'équivalent d'une journée de travail d'un freelance actuel, j'y passais 3, 4 semaines, un mois. Mais j'ai appris. Alors, comment dire, une carrière, c'est un début de carrière un peu laborieux, mais quelque part, Mais, mais pareil, Romain, ouais. moi je trouve pareil, je trouve que dans les carrières des gens, et tu remarques dans les carrières des personnes qui vont après être sur des rôles de manager, en tout cas qui vont aller chercher d'aller assez loin dans leur projet, tu remarques que en début de carrière ou en étant adolescent, ils ont des side projects qui vont porter assez loin, sans même nécessairement avoir une vision pécuniaire. Là, il y en avait un petit peu, mais c'était pas l'objectif, c'était pas non plus ton objectif, c'était par passion, par intérêt intellectuel que tu vas aller À vrai dire, il y avait chercher les des deux, choses. hein. Ouais, Gagner une misère. J'apprenais, je gagnais, j'arrondissais un peu les fins de mois, et donc c'est. ouais, mais franchement, mais c'est pour ça qu'en en gros le message après derrière, c'est bah, pour ceux qui nous écoutent, faut vraiment, enfin, faut pas se dire que c'est parce qu'on fait 9h-17h dans son entreprise ou dans son école on va se rendre intéressant pour des recruteurs. Alors oui, effectivement, je pense qu'à cet âge-là, on a besoin encore beaucoup d'apprendre. En fait, sortie d'école, on croit savoir beaucoup de choses. Les écoles forment mieux parce que je vois bien comment aujourd'hui, mais à l'époque, on n'était pas du tout prêt au monde professionnel. L'alternance permet de faire cette passerelle aujourd'hui qui est quasiment un passage obligatoire pour l'ensemble des élèves et qui deviennent collaborateurs. Mais globalement, à l'époque, rien. On était lâchés dans la nature et débrouillardez-vous, quoi. Et j'étais pas du tout adapté au monde professionnel. D'un point de vue professionnel, humainement, j'avais un savoir-être qui m'a permis de me faire recruter et ce genre de choses. Mais ça a été professionnellement ouais, hyper compliqué. Donc, j'ai euh, j'ai fait ces projets à côté parce que ça m'excitait aussi. Et surtout, j'ai pas eu peur. Je pense que la peur, on a la peur ou je sais pas faire, je saurais pas faire, c'est un truc, c'est un frein en fait. Et je pense qu'à 22, 23, 25 ans, on a peur de rien, ça c'est cool. Et je vois que le temps passant, on a plus en plus en plus, on a construit un truc, des certitudes, et on se dit bah là, j'ai peut-être peur de tout remettre en jeu. Et aussi, je vais parler de ça parce que les élèves aussi, on parlera de quand je suis prof, mais les élèves ont peur de l'IA par exemple aujourd'hui. C'est un truc, c'est une vraie crainte. La plupart, ils voient ça comme une énorme menace. Alors, il y a forcément une menace, mais euh, c'est pas, il n'y a pas que à avoir peur là-dessus. Mais c'est hors sujet pour l'instant. Pardon. Donc la carrière, en gros, je reste 2 ans et demi là-bas parce que, et à un moment, je tourne en rond. En fait, aller faire des petites annonces pages jaunes pour les plus jeunes. Alors les pages jaunes pour les plus jeunes, c'est un gros Ouais. livre, l'équivalent de Google, mais en papier, quoi. Globalement, il n'y avait pas la carto, il n'y avait pas d'itinéraire, il y avait juste le numéro de téléphone. Et il y avait des petites annonces. Donc j'ai appris à faire ça à une vitesse de machine, en fait, quoi. Et puis à un Bah moment, ouais, je on a comprends. fait un peu les plombs. Et donc justement, j'allais te dire, bah, raconte-nous un petit peu Back Elite, et parce que c'est le début, c'est la jeunesse de là où tu vas rencontrer. Alors entre Bakelit et ce site-là, il y a juste j'ai travaillé pour un site de rencontre. Ok. Et pour moi, c'est mon premier contact avec l'expérience utilisateur. En fait, j'ai un poste de DA Ah, digital. bien, ok, super. C'était vachement bien, j'étais super content. Et donc, ça s'appelait pointcommun.com. C'était la rencontre par affinité culturelle.
très mal payé, mais super excitant, super ambiance dans un loft à Paris, l'expérience de fou. Puis moi, j'avais 25 ans, limite, j'avais pas de crédit, j'avais rien. C'était, allez, on y va, et puis surtout, on rentre là-dedans, quoi. Trop Et bien. surtout, mon premier rap, donc c'est vraiment là, on est sur de la rencontre, donc on a des utilisateurs. Et surtout, moi, au début, j'ai eu un choc dans cette entreprise. Alors, ce que je vais dire va paraître totalement naïf et niais, mais c'est pas grave. C'est qu'à un moment, je me suis créé un compte fille pour juste voir à quoi ça ressemblait graphiquement. Et D'accord. je m'appelais Romain Fille. Voilà, donc un truc pas très aguicheur, on va dire. Ouais. Et j'avais pas de photo, j'avais rien, j'avais juste mis Romain Fille, aucune, rien. Ok. Et je me suis fait, alors, je sais plus qu'on appelait liker, matcher, cliquer, je sais plus comment on disait à l'époque, mais un nombre de fois incalculable, quoi. Et je me suis dit, et j'avais plein de demandes de visio, de chat. Alors que moi, je m'étais inscrit, j'étais en partie célibataire aussi à cette époque-là. Et j'avais rien, en fait, il se passait rien, c'était calme plat. Et donc, en fait, il y a deux expériences utilisateurs qui sont totalement différentes. Et Et ouais. du coup, là, il va peut-être falloir repenser le parcours et l'expérience de l'utilisatrice femme dans les sites, parce que globalement, c'est pas un senti, c'était pas un moi en tant que coach, j'avais pas d'enjeu, j'étais juste en train professionnellement, mais si moi en tant qu'utilisatrice, j'arrive dans ce site et j'espère trouver L'âme je sais sœur, pas, ouais. des moments cool ou une vraie histoire d'amour, et ben on se sent un peu harcelé, quoi. Donc je pense qu'il y Ouais. a il y avait une vraie découverte pour moi là-dessus, sur en fait que sur un même site, il peut y avoir deux expériences très différentes. Et donc Ah je ouais, c'est travaille là-bas marquant, ouais. pendant, pardon. Non, je disais, c'est ultra marquant. J'avoue que quand tu me le cites là, je dis, bah ouais, c'est vrai, je pense que quand, quand tu es dans ce type de site-là, tu dois te rendre compte de ce que c'est que d'être une femme, parce que on À une n'est jamais. échelle, on est en sécurité, hein, on est chez soi tranquille, donc dans la Ouais, vraie ouais, vie, voilà, c'est aussi ça. Donc c'est vraiment qu'il y a un vrai, cette notion de sécurité. C'est pour ça que je sais plus quelle application a été créée par une femme qui cartonne, c'est Bumble, je crois, je sais plus. En tout cas, je pense que c'est bien qu'il y ait cette vision-là, quoi, en fait, clairement, de se dire, mais en fait, et euh, et donc on travaille là-dessus pendant 2 ans, et bon, ce site-là, il n'existe plus parce qu'ils n'ont pas cru. Je me rappelle quand je suis parti pour Bakelit, donc qui était une agence dédiée mobile. Je leur ai dit, bon, bah, je vais travailler dans une boîte qui fait du mobile. Ils m'ont dit, bah, tu vas t'emmerder sur le mobile, c'est juste un plus petit écran. Je me rappelle de cette phrase, c'est mobile, c'est juste un plus petit écran. Je dis, bah, écoute, on waouh. verra. Et c'est vrai que c'était en 2007 et l'iPhone était juste annoncé aux États-Unis. Ça n'avait pas l'écho qu'il y avait aujourd'hui, mais on avait tous un peu déjà des téléphones un peu plus évolués avec de la couleur, et on pouvait envisager ce qui allait venir, même pas le deviner, parce que c'était quand même Mm. c'était quand même au-dessus. Et surtout que je me rappelle quand je suis allé chez Bakelit pour l'entretien, m'a fait tester un iPhone première fois avec l'écran. Et là, j'ai fait ah ouais, là c'est cool. Là, il y a un terrain de jeu incroyable. Et, euh, et moi, j'ai adoré. Donc Bakelit, c'était une agence qui était vraiment qui faisait que du mobile. Que du Parce monde. qu'on appartenait à un groupe, et ce groupe, ils avaient une espèce de répartition des clients et des périmètres. Nous, on faisait que du mobile. Et au début, donc chez Bakelit, je suis rentré par Bakelit par quelqu'un rencontré dans la boîte des pages de compte. Enfin, Ouais. voilà, c'est un peu le lien dans tout ça. On rentre, on est, je sais pas, je suis le 7e collaborateur de ce truc-là, ou 8e, ou 10e, je sais pas. Et il y a juste un designer en alternance, parce que jusqu'à présent, les projets étaient à demander assez peu de design. On parlait pas d'expérience, on Ouais. parlait pas du X, ce genre de choses, mais l'iPhone va être demandeuse de design, quoi. Et on devient très vite dans les 2-3 grosses boîtes qui comptent en France sur ces projets, avec un rythme de travail que j'avais jamais connu. C'est-à-dire, c'est du 9h, 22h, 23h, avec des nuits. Ah ouais. Un monde qui n'existe plus forcément, donc j'en sais rien, j'ai pas vision sur tout, mais faire des nuits, c'est être un Ah héros, en ouais, fait. c'est. Je dis pas que c'est une bonne chose, parce que c'est que des sprints, et puis en fait, le matin, on sert à rien, on fait rien, on boit des cafés, on discute, on rigole. C'est pas un rythme que, au contraire, moi je crois plus du tout à ça, mais à l'époque, 27 ans, pas d'enfant, pas de mari, rien, donc du coup, Ouais. euh, très cool en fait. Puis on se crée des liens forts avec les gens, je le vois encore aujourd'hui. Donc, je trouve Ouais, ça moi, à chaque fois qu'on m'a parlé de Bakelit, j'ai eu toujours eu des retours très positifs. Plutôt, moi, je veux dire les étoiles dans les yeux, mais il y avait quelque chose, il y avait une étincelle. En tout cas, on sentait que bah, il y avait en fait, ils avaient réussi à créer quelque chose d'intéressant. Ouais. il y avait un territoire nouveau, une ambiance de travail
on travaillait, c'était dur, c'était pas tout le temps la fête, attention, il faut pas Non, avoir de la nostalgie mal placée, et il y avait des moments compliqués, non, mais mais quand il y a le il fallait business, être, que ouais, tout est c'était en que gros, tout va. Voilà. il y a ce sentiment comme dans les films, dans les groupes de musique, les premières demi-heures où tout réussit en fait, où Ouais. tout le monde appelle. En fait, la première demi-heure, c'était ça, c'était genre Google nous appelle, Apple veut nous, Windows. J'étais invité à Windows, j'ai fait des trucs incroyables. Moi qui venais il y a encore 2 ans, 3 ans, j'étais pas jeune à faire des trucs vraiment qui n'avaient aucun intérêt. J'étais invité par Microsoft, par Google, à faire des trucs. Vraiment, voilà, c'est ça que je voulais faire. Et j'étais là. Après, j'avais sûrement un tout petit peu de talent pour réussir à faire ça. Et Oui, puis, bien sûr, bien sûr. motivation et puis pas peur, en fait. Ok, c'est nouveau, super, on va tester. Et à l'époque, et on s'est éclaté. Et surtout, moi, ce que j'ai aimé dans le mobile, et ça s'est matérialisé surtout quand on travaillait sur le site Voyage SNCF, donc c'est SNCF Connect aujourd'hui. À la base, le site web existait. Souvent, c'était ça. Notre scénario classique, c'était on avait un site web existant et on devait le transformer en application, en site web, en site mobile. Et on se rendait compte qu'en fait, dans les sites web, il y a plein de trucs qui servent à rien, quoi. Le site SNCF, c'est aussi un guide voyage, et puis des reportages. Et on s'est dit, bon, ben, dans le mobile, peut-être aller à l'essentiel, c'est pas la même expérience. Ouais. Aujourd'hui, les écrans sont plus grands, les datas sont, il y a de la 5G. Une ponctuation pour t'informer que Design Club peut t'accompagner dans le recrutement de ton équipe design ou research. Nous saurons te trouver la perle rare en freelance ou en CDI. Enfin, si tu galères à mettre en place une recherche utilisateur multi-pays, sache que grâce à nos user researchers locaux qualifiés et un peu partout dans le monde, on saura le faire en quelques jours. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global. Merci de ton attention et bonne écoute. On peut envoyer beaucoup plus de choses, mais là, le mobile, ça forçait un peu à être pragmatique, en fait, à être bon, la personne qui va aller sur ce site, qu'est-ce qu'il va faire, quoi? Sur quoi il va aller? Il va vouloir réserver des billets, quoi, tout simplement. Et moi, je me rappelle aussi, on avait SNCF, on avait aussi SNCF, on avait SNCF, la partie gare. Et là, on avait une cliente qui était assez audacieuse et on faisait des trucs qui n'avaient aucun sens, en fait. On avait fait un labyrinthe onirique, je me rappelle de ce truc-là. En gros, c'était cool, mais ça servait à rien. Et tout ça, c'était aussi, comment dire, ancré dans un monde il y avait ça existe toujours, les Flash Awards, trucs comme ça, les sites, les AWV, là, je sais plus. Je regarde même plus, en fait, ça m'intéresse même plus. Les sites, il y avait plein d'animations avec du flash et tout. Et en fait, c'est très joli, mais ça sert à pas grand monde. Ça sert pour moi, à se faire kiffer entre designers. Et c'est pas méchant et c'est cool, mais je trouve que moi, en fait, mon vrai métier, mon vrai plaisir, c'est que ça soit utile, simple à utiliser. Et du coup, le mobile, on avait à faire des choix hyper drastiques, est-ce que c'est utile, est-ce que ça a du sens, est-ce qu'on peut prendre. Et ça, le site SNCF et l'application, ça a été ouais, un vrai truc. Et ça a été un déclencheur pour plein de choses après. On a eu des prix pour ça et on a eu, pendant Back Elite, ça a été 6-7 ans, où entre-temps, il y a eu Android qui est apparu, il y a eu la tablette qui est apparue, l'iPad, il y a eu Windows Phone qui n'a pas eu de succès, mais qui était aussi intéressant à travailler. Il y a eu un peu de BlackBerry, mais très vite, c'est parti parce que c'était ingérable. Machin, tout ça. Il y a eu les montres, voilà, non, les montres, ça arrivait après, mais en tout cas, il y avait tous les 6 mois une nouveauté à absorber, l'HTML5. C'était fou. Hein. On a fait toutes les banques. Ça n'arrêtait pas. Ouais, ça n'arrêtait pas. Et puis Facebook sortait la tab bar, le burger menu, le hub. Il y avait tout un tas de choses qu'il y avait. En fait, voilà. C'est ça, j'allais dire. En fait, il y avait une sorte de. Il n'y avait pas encore je dirais, de template type de c'était quoi le mobile. Ça testait de partout. Toutes les marques voulaient que ce soit eux les référents. Voilà, c'est disruptif dans les briefs, souvent. Disruptif, effet waouh. Et en fait, quand on se dit que disruptif aujourd'hui, si on me dit que mon projet, moi, que je fais aujourd'hui disruptif, c'est pour moi pas bien parce que globalement, les gens, alors ça dépend ce qu'on vend. Ouais, ils vont être dans une découverte pure, quoi. Ouais, il y a ce sentiment agréable de je connais, je comprends, ça marche. Ah, c'est comme ce truc-là. Moi, c'est ça qui est hyper confortable. Alors qu'on venait d'un site en Flash ou des choses comme ça avec des mecs que j'admirais, moi, comme Étienne Mineur, qui était un super designer qui faisait des sites pour des défilés, des Miyake, genre, qui faisait des trucs incroyables. On savait pas, il fallait cliquer, mais c'était une expérience. C'était comme si j'allais au musée. Sauf que là, sur le téléphone, on cherchait un billet de train, on n'allait pas au musée, on voulait avoir combien il restait sur mon compte ou combien, voilà. Et je voulais aller voir à quelle heure passait mon film.
c'était pas une œuvre d'art que je voulais, c'était une information. Donc globalement, c'était pas la même démarche. Donc il a fallu se mettre dans ces rails-là. Et à vrai dire, j'étais plus à l'aise dans ce côté rendre service à des gens que de créer une œuvre d'art, malgré mon point de départ qui était de faire des dessins, quoi. Ouais, Et non, c'est super hyper intéressant. intéressant d'être entre guillemets, serviable en fait, être utile à travers une application. Et donc c'est là que tu découvres le design Oui, d'interaction ou parce que moi j'avais aussi un peu eu le retour de Sébastien quand il me parlait de la création du X-République que bah, au final vous y êtes tous mis au même moment et qu'il fallait comprendre ce qui se passait et que l'expérience utilisateur on en parlait mais c'était pas aussi concret que ça l'est aujourd'hui. non, c'était Ou assez donc éparpillé, ouais. ouais C'était donc assez éparpillé c'est une et pensée qui s'est créée chez c'est une pensée et des compétences qui se sont créées chez Bakelite ou plutôt en créant UX République. non, je pense que X République, ça a donné un nom à des choses qu'on faisait sans le savoir et ça D'accord. a servi aussi à, entre-temps, des gens, ou alors on a plus lu, on s'est plus intéressé sur ce qui se faisait autour. Chez Bakelite, j'ai envie de dire que c'était un sprint. Donc moi, je suis rentré, j'étais premier designer. À la fin, je gérais 10 designers. Je sais pas combien on était, mais c'était plein de projets. On n'avait pas trop le temps de se dire qu'est-ce qui se passe à côté ou de, comment dire, d'intellectualiser, pardon, le Ouais. propos de notre travail. On était dans, ok, on testait, on faisait, en fait, au départ, le côté expérience utilisateur, il y avait des chefs de projet fonctionnels qui étaient Ok. souvent issus d'écoles de commerce, Ouais. qui faisaient des parcours sur PowerPoint. Il y avait nous les designers et souvent on était assez en conflit avec eux parce qu'on pétait. Je disais mais les gars, si ça vous convient pas, vous pétez tout, hein, si ça n'a pas de sens pour vous. Et puis surtout là ils font un espèce de zoning. En fait ils faisaient un zoning mais certains voulaient vraiment faire tout et ils faisaient tout dans le détail et il y avait des PowerPoint de 300 pages avec des. C'était vraiment pas intéressant. Enfin si c'était intéressant, ça cadrait mais c'était assez plutôt ça freinait en fait, ça cadrait trop. Il y avait des chefs de projet techniques, ça on les retrouve encore un peu, donc ça n'a pas trop changé ça. Et nous, comment dire, on essayait de jongler avec tout ça. Et je me rappelle avoir mis en place un système, c'était bon, bah, quand on avait un appel d'offres, c'était de réunir plein de gens, des développeurs, des designers, on appelle ça des designers, des développeurs, sur les projets fonctionnels, et puis des gens qui avaient une sensibilité sur le sujet. Et souvent des développeurs plutôt front, qui avaient. Et ce que je voulais qu'ils amènent tous leur point de vue, en fait. C'était un peu ça, c'était un comité créatif, on appelait ça, je crois. Voilà, Ok. tel sujet, qu'est-ce que vous avez comme idée? Voilà, amenez tout, amenez tout. Moi, je crois assez à, en fait, des projets les plus réussis que j'ai pu faire. C'est parce que j'ai écouté les idées des gens, en fait, quoi. Et Ouais. on n'est pas dépositaire, à mon avis, de toutes les bonnes idées, en fait, dans un Oui, de toute projet. façon, c'est sûr, le côté touché par la grâce, sûrement une fois, peut-être Ouais. deux, mais ça ne sera pas toute ta carrière, quoi. Ah non, mais puis en plus, je sais pas, un développeur est aussi utilisateur, donc il a des Tout bonnes à idées. Et fait. puis, ils ont une autre façon de penser qui est hyper. Moi, à l'époque, 10 ans en arrière, j'étais beaucoup plus Émotionnel. émotionnel, machin, voilà, labyrinthe émotionnel. Après, je me suis un peu gommé, mais ils ont un aspect beaucoup plus pragmatique, en fait, que moi j'adore, en fait. C'est ok, mais non, mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien, on passe directement à ça. Ok. Et je trouve ça très cool. Et j'ai vécu une super expérience comme c'est une espèce de justement touché par la grâce, mais pas moi, par une phrase. Euh, Justement, c'était SNCF, on fait l'application et je fais des super écrans hyper beaux et tout. Tout était à l'époque, dans les temps, dans le design du jour, très très beau. Et on va le montrer à la cliente. On est convaincu qu'elle va adorer. Elle va sûrement aimer parce que c'est beau, parce elle aimait ce côté waouh et comment dire, et disruptif. Et sauf que on voit le CTO qui s'appelle Thomas Arlandy, qui a une carrière incroyable, et il me dit, mais les gars, regardez, c'est pour montrer l'info en gare, donc les horaires d'arrivée et de départ. Et si on copiait plutôt l'application météo de l'iPhone? Et en gros, dire que, ben, en gros, en gros, dans ta vie, tu as 4-5 gares que tu vas suivre, pas plus. Tu n'as pas besoin d'accéder à toutes les gares de la Terre. Et comme les villes, en fait, tu suis 4-5 villes, et puis la donnée, tu l'as tout de suite. Tu cliques, tu as une donnée. En fait, ça sert à rien d'avoir un menu, un machin, un parcours. Il m'a dit ça. En même temps, je l'ai détesté. Je me suis détesté de détester et je suis reparti bosser quasiment toute la nuit. On a appelé la cliente, genre, on va décaler d'un jour, mais on a un truc vachement mieux à vous présenter. Et cette application a cartonné, en fait, quoi. Parce que c'était ce côté, mais hyper utile, pragmatique, de
En fait, quand on clique sur l'icône de SNCF, sur une application, c'est déjà une information. C'est j'ai un besoin d'avoir une information sur ma gare, potentiellement sur une gare. C'est vrai que c'est en Tu peux plus, demander ce que tu veux, quoi. c'est bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs use cases d'utilisation pour la SNCF, mais Ah, c'était SNCF Connect, c'était pas acheter des billets. Tu pouvais pas acheter de billets là. voilà. Cette application Donc, bah, existe ok, bah, pas donc, encore. ouais, Ils ont tout mélangé. Mais à l'époque, il y avait que SNCF. Il y avait de l'info en gare, il y avait, c'était quoi? Il y avait des trucs, plein de trucs autres. ouais, ouais. Mais globalement, tu sais qu'au quotidien, ce que veulent les gens, c'est les horaires. Aujourd'hui, effectivement, c'est une info qui revient, mais qui a été fusionnée avec d'autres applications. Mais à l'époque, c'était une des données de ça. Et, et justement, pour avancer un peu sur UX République, bah, raconte-moi un petit peu le début, comment ça s'est passé. Puis pour toi, c'est aussi le début un peu de l'entrepreneuriat, même si vous étiez plusieurs, mais Alors, il y a eu un c'est- autre début d'entrepreneuriat avant, parce qu'en fait, j'ai quitté entre Bac Elite et UX République. Moi, j'ai eu un an où j'ai fait autre chose. ok. Ah, ok. Voilà, en plus, oui, en plus d'être, donc, j'étais directeur de création à 31 ans. Voilà, c'était mon graal, un des graals, en fait, un truc à case à cocher comme ça s'est fait. Très content, mais en même temps, à partir du 8e mode de virement sur application pour une banque, j'avais un peu fait le tour. Et en parallèle de ça, il y a eu un Eldorado qui se présentait, qui n'a jamais été un Eldorado, c'est les téléconnectés. En tout cas, à l'époque, en Ah oui. 2012. Et Samsung avait lancé un concours, créer une application Samsung, et il y avait 75 000 euros à gagner. Et alors, je fais, putain, c'est énorme. Et donc, je me lance avec un développeur front et un développeur back, et j'avais une idée j'ai pas dormi de la nuit quand je l'ai eu, c'était de faire un Ouais. quiz sur télé. En fait, je me dis voilà, et avec des questions auto-alimentées par les gens, avec des CGU et tout. Et je lance ce jeu, en plus de mon travail qui était déjà hyper prenant. Je vivais avec quelqu'un qui travaillait le samedi, donc je me dis bon, bah, au lieu de glander et dépenser de l'argent inutilement, je vais plutôt travailler. Donc j'ai travaillé tout le samedi à faire ça. Et on a lancé un jeu qui s'appelle plus maintenant, qui n'existe plus, Asking. Et c'était un quiz en fait, un quiz à 300 000 en fait. L'idée c'était de jouer de façon massive à travers des ligues et tout. Bon. Plus simple que ça n'a l'air, mais globalement, on gagne le concours et Ah ouais, donc tu gagnes les on gagne 75 ça, 000 euros. on partage. Donc j'ai un petit pactole et je me dis bon bah je demande moi les gars, je veux essayer autre chose parce que ma seule perspective chez Bakelite, c'était pas gérer 10 mais 20 designers. Et j'avoue que ça m'excitait pas plus que ça en fait de faire de l'Excel quoi en fait globalement. Gérer des Hmm. plannings, ça m'intéressait pas. Profondément j'aime créer, donc j'ai voulu faire autre chose. Donc j'ai fait ce jeu, j'ai rebattu toutes les cartes. Alors, je suis parti avec d'autres personnes parce que globalement, les gens n'ont pas voulu suivre. Et puis, il y a des gens qui étaient très motivés. Et surtout, on savait que la télé, c'était pas du tout où il fallait aller. C'était un jeu mobile. Donc, on a fait un jeu mobile, iPhone, Android, tablette. On en a fait deux. On a fait des partenariats avec Deezer aussi. Donc, toujours sur le côté quiz. Et ça a Ok. été un succès, on va dire, de téléchargement et d'audience. Numéro 1 sur l'App Store, 300 000 utilisateurs et tout, tout, tout. C'était très cool. Ah Mais, ouais, ah non, ça a incroyable. été un vrai succès. Mais financièrement, le monde du jeu vidéo Faut est une monétiser. alors on monétisait, on vendait, des fois on avait des systèmes de jeu. En fait, moi j'avais un dogme, c'était pas de pub, pas de pub, pas de pub. Alors on voit que j'ai eu tort parce que globalement les jeux aujourd'hui, la plupart fonctionnent avec la pub. Nous c'était les marques qui devaient en fait entre une question histoire et une question littérature, tu pouvais avoir une question sur une marque. Et la marque, la réponse se trouvait dans des pubs que tu devais visionner. Et bon bah globalement, on faisait les meilleurs mois 4-5 000 euros de chiffre d'affaires à Ouais, 4. Bon, à un moment, moi j'ai un bébé à l'arrivée, j'étais en chômage fin de droit. ouais. Et justement, j'avais le chômage parce que j'ai réussi à négocier le chômage. De haute lutte, mais j'ai réussi à avoir le chômage. Et c'est vrai que l'État, la France, c'est quand même pas mal pour la création d'entreprise. J'ai lu un post aujourd'hui sur LinkedIn sur ça. Justement, C'est c'est vrai incroyable. qu'il faut quand même reconnaître ça, c'est qu'ils m'ont aidé à créer cette boîte, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, je vois que c'est la fin et on m'appelle donc Sébastien, donc, le président de Bakelite, qui avait revendu Bakelite à. Il y avait aussi ça qui m'avait poussé à partir. Capgemini, je crois. Capgemini, ouais, en fait, on était devenu un petit machin dans un petit poisson à côté d'une grande baleine. C'était le défilé des gens en costard. Et je me dis, bon, c'est la fin d'une ère. Alors, une ère, c'était plus mon ère à moi. Je me dis que bon, il fallait tourner la page, un autre Ouais, truc. tout à fait. J'avais pas envie de ça. Donc, Sébastien m'appelle un an après mon départ. Il me dit, bon, voilà, je vais monter une boîte sur l'expérience utilisateur. Ça s'appelle UX République. Comment tu trouves le nom? Je dis, le nom est cool. Et ok, c'est cool. Après, c'est tout ce que je savais. Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'en sais rien. On va le créer ensemble. Voilà.
C'était ça. Et on était 3 avec donc Yann, qui était lui à la base plutôt développeur initialement. Et donc oui, on monte l'X République, on est 3, et qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, on sait pas. On sait pas ce qu'il y a dedans parce qu'on sait pas. Parce que c'est à nous de deviner. En fait, je me rappelle très bien parce qu'on était accompagné par Xebia. Donc moi, j'ai quitté Bacalix, Image, une agence où ça court de partout, ça grouille de partout, et Ouais. avec des chants, des réunions, des machins. Et nous, on était aidés par Xebia. Et je vais dans les bureaux de Xebia, je dis, mais il n'y a personne dans cette boîte, en fait. Ils sont où, les gens? C'était fin août, je me suis dit que les gens étaient en vacances, quoi. Et moi, je pensais que j'allais refaire mon Bacalix à moi, en fait, quoi. Ouais, tout à fait. Et on demande à quelqu'un, mais ils sont où les... Ben non, mais ils sont chez le client, quoi. C'est des consultants. Et c'est vrai que moi, dans du monde de l'agence, le consultant, je ne savais pas ce que c'était, quoi. Et c'est vrai que on découvre ça, on se dit, mais ouais, en fait, c'est incroyable, quoi. Il y a sur comment dire, sur plusieurs aspects, c'est hyper intéressant parce qu'on est au cœur, on fait équipe avec le client et on n'est pas son ennemi. Parce que souvent, à la fin, mon client comprend rien et au design, c'est un con. Et puis, une agence ne comprend pas, c'est une conne. Globalement, c'est ce qui en sortait des trucs. Ouais, bien sûr. Et si on se parlait vraiment, et si on se voyait, on fait une réunion pour se rencontrer. C'est comme ça le scénario classique de l'agence. Je grossis le trait, mais c'était un peu ça qu'on Tout vivait. à fait. Mmh. Et si on se voyait tous les jours, plutôt pas. Et donc, le consulting avait cet avantage-là. Et puis, de parler le même langage, c'est souvent en plus les métiers, les applications sont devenus de plus en plus complexes. Il fallait comprendre clairement, être au cœur du métier de nos clients. Donc, il fallait vraiment comprendre ce qu'ils faisaient. Et l'immersion, c'est la meilleure méthode. Et d'un point de vue économique, effectivement, souvent quand on était en agence, on travaillait au forfait. Bon, voilà, tu as telle somme, chaque jour dépensé, coûtait, enlevait de la marge. Alors que là, plus les jours passaient, plus la marge était. Il n'y avait pas cette pression-là. La pression et la charge des équipes étaient à la charge du client et pas de nous, quoi. Et donc, on monte l'UX République et il n'y a pas grand-chose sur le UX. On lit les quelques livres qui existent, on se renseigne. Bon, il y a souvent des choses. On parlait plus d'ergonomie à l'époque que d'expérience utilisateur. Et on monte l'UX République et même un peu comme Bakelite, c'est-à-dire que c'est un peu comme dans les premiers films sur Queen ou sur tous ces groupes. Là, on voit les concerts qui s'enchaînent et tout. Sauf que là, j'étais Dans Scarface, là, quand il commence à compter de l'argent. ouais, Push it to the limit. c'est plutôt le côté, moi j'aime bien le côté, souvent j'aime bien les biographies de musique sur Queen, sur autre, Ouais. dans le début il y a toujours cette phase hyper de ce succès où enfin, en fait, Ça s'accélère, les concerts, les concerts et tout, les soirées, les trucs, ouais, ça. voilà, et c'est très cool. Alors soirée, c'était pas plus soirée que ça, c'était pas la mode agence, parce que les collaborateurs étaient pas là. Il y a eu des moments très cool, attention, mais c'était moins le côté agence comme on peut l'imaginer. Chez Backlit, j'ai vu des trucs de fou, bref. J'ai vu l'agence, c'est pas vrai, c'était un peu ça, mais là, c'était ça. On était un peu les seuls à faire ça. On avait 2-3 boîtes. Il y avait Nealit, mais qui avait été racheté peu de temps après. Et du coup, les clients pouvaient plus travailler avec eux, donc on a commencé à travailler avec eux. Et on est 3. La première année, on est 10, 15, 20, 30, 40, 50, très vite, quoi. Ça monte très vite. Et moi, mon rôle là-dedans, c'est que j'encadre. On avait 3 métiers designer, développeur et UX designer. Et des fois on partait tout seul, des fois on partait à 2, des fois on partait à 3, des fois on partait à 5 quand je suis client. Et moi, j'avais encore envie, justement, moi je travaillé pour un client avec des gens que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup toujours, c'est la chaîne Météo. Je travaillais pour eux déjà chez Bakelite. Et ça a été un de nos premiers clients à nous suivre, en fait. Et moi j'allais là-bas, Vernouillet, très loin de Paris, on va dire. Ouais. Et dans un endroit assez lunaire. En fait, c'est une ancienne école, c'est une ancienne résidence. Bon, c'est assez marrant. Et j'ai vu que travailler avec eux au quotidien, j'ai vu la différence, en fait. J'ai fait une expérience en agence et travailler avec eux, vraiment avec eux, à côté d'eux, voir Ouais. Ça avait un autre impact. Ça n'a pas la même chose, mais on comprend mieux les choses, quoi. Et ça va plus vite et on fait moins d'erreurs. Et donc je gère les designers et on fait des formations et tout arrive. Et c'est plutôt très cool. Ensuite, là, on restructure un peu l'entreprise et moi, je deviens, on va dire, je gère globalement plus les designers, mais tout le monde, globalement, mais d'un point de vue plus humain. On va appeler ça humain. Ouais, c'est ça, ouais.
Et Suivi, management, voilà. s'assurer aussi de la qualité, La tout qualité, ce c'est qui très est compliqué. La qualité, délivré, c'est même la si. qualité, ouais, c'est les feedbacks clients, en fait. C'est ça qui est la Mm. qualité, d'avoir les gens, s'assurer que les gens soient bien, soient. Et c'est vrai que ça a été pour moi assez compliqué parce que je suis plus un créatif qu'un manager. Ouais. J'ai, je pense, alors c'est difficile de tout évaluer, mais assez d'empathie pour s'intéresser aux gens. J'aime parler avec les gens et les voir, c'était pas un calvaire pour moi. Effectivement, c'était compliqué aussi parce que Après, il y a tous les fichiers Excel qu'il faut remplir, les voilà, augmentations, pas ouais, les effectivement, augmentations, les moi, formations, pas les il a formations. fallu effectivement faire signer les CRA, les machins, et tout. Bon, ça fait partie du job. Mais effectivement, je sentais que là, j'avais pris un. C'est moi qui avais demandé à faire ça, hein. Je me dis, tiens, je vais m'essayer à ça, j'ai pas peur. Pour l'instant, dès que j'ai fait un choix, c'était bon. Là, je savais que c'était pas le choix. Très vite, je me suis rendu compte que C'est pas c'est pas là, l'épanouissement. voilà, c'est pas mon territoire en fait. C'est pas le territoire où je me sens à l'aise. Je me force à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Alors des fois, ça m'arrive de faire des choses que j'ai pas envie de faire, mais je sens que il y a C'est plus de trop. il y a plus de plaisir en fait. Il y a Ouais, pas il y a un de, pourcentage de trop qui est. ouais. Et aussi, on était dans une période où globalement, ce qui est très dur, c'est que non, c'était cool d'un point de vue entreprise, c'est-à-dire que l'UX design était très demandé. Il y avait beaucoup de gens. Et en fait, dès que les gens, parce que moi j'ai des amis qui travaillaient pour moi aussi, j'ai fait ce mélange, à mélanger amitié et professionnel. C'est un vrai sujet, un podcast dans le Et podcast, à mais faire ou pas à faire? je dirais non. Ok. Voilà, on fera Il y a détailler. la famille aussi. Il y a aussi la famille aussi Oui, parfois. ça aussi, j'ai un peu fait dans d'autres circonstances, mais c'est compliqué. Mais en tout cas, les amis, voilà. Mais en gros, c'est que les gens, dès qu'ils me racontaient, dès qu'ils mettaient X Republic sur leur LinkedIn, ils avaient 10 demandes en fait. Ouais. Et donc nous, dès qu'il y avait la mission était moins bien ou qu'ils n'avaient pas eu leur 25% d'augmentation qu'ils estimaient devoir, c'est compliqué. Moi, aujourd'hui, je suis devenu salarié quand je vois 25%, je trouve ça fou. Ils me demandaient Oui. ça, tu vois. Qu'ils me demandent ça, mais vraiment, moi, j'avais au début une approche hyper proche des gens. C'était ma façon d'être. En fait, j'ai pas essayé de devenir un manager froid à distance, que je sais pas faire. Alors, c'est vraiment ce qu'on me disait quand on entretien, j'étais assez froid alors que pas du tout pour moi, mais on me disait ça Ah et ouais, plusieurs ok. fois. Pourtant, ça allait croire. Tu vais pas me. Mais après, voilà, effectivement, moi, j'avais un rapport assez proche, je m'intéressais aux gens et c'est facile de le faire à 20. C'est facile. Non, c'est prenant, mais on y arrive. À 40, à 60 et s'assurer que tout le monde aille bien et que voilà, et qu'on. Bah, c'est pas simple. Puis, Ouais, je suis d'accord. C'est des tailles d'entreprise qui commencent à être un peu complexes. Et ouais, puis, ce qui est compliqué aussi, c'est l'arrivée du middle management. En fait, c'est là où il commence à y avoir des. C'est une phase qui est assez complexe, faut pas se tromper, de gens, et puis quand les middle managers bougent beaucoup, ça envoie pas des bons messages. Donc c'était pas ouais. simple. Ça a duré pour moi 6 ans et demi. Donc ça a été globalement une très belle expérience. Ça m'a permis aussi un peu comme on va dire de savoir ce que je voulais plus en fait. Si, c'est d'aller au Ouais. bout de l'histoire. C'est-à-dire que moi, quand j'étais justement étudiant, c'était je verrais une comme agence. J'avais atteint ce truc-là, mais on faisait des formations management et en fait à un moment je me suis rendu compte que à travers une discussion et un atelier que j'étais pas heureux en fait. J'étais pas heureux dans cette position-là. Par exemple en soirée, j'avais beaucoup de mal à dire que j'étais, je sais pas pourquoi, hein, Ouais. à la fin j'étais associé d'une boîte. Non, moi je me présentais comme designer. Voilà. Je suis designer. J'avais du mal à me dire. Il y avait un côté, j'assumais pas ça en fait. Je sais pas Mais pourquoi. d'ailleurs, c'est drôle parce que sur ton LinkedIn, tu es toujours senior product designer, Ouais. officiellement. Et puis quand tu vas dans ton profil, on voit que tu es head of design. Oui, Et je me oui, suis oui. dit, tiens, c'est. Mais non, mais tu vois, là, tu me parles de ça, c'est pour ça. Il y a le culte Ouais, des noms de le culte métiers, du titre. Tout à du fait. titre. C'est vrai que oui, ça, limite, bon, c'est pas Mais trop en mon tout cas, oui, sujet. Mais en tout cas, tu tu t'es vois, dit. en fait, c'est compliqué. J'avais du mal à assumer ça. En fait, je n'étais pas, en plus, Ouais, comme l'entreprise faisait des choix, c'est très compliqué d'être associé parce que des fois, il y a des choix assumés qui ne sont pas les siens et on est même opposé à ces choix-là. J'en tirais pas une fierté folle, quoi. J'en tirais d'autres avantages, on va pas souligner, mais bien sûr. globalement, Plus aligné ouais, plus aligné que dans ça. ton J'étais pas métier. heureux. Et Et donc là, tu rentres, tu quittes UX Republic, tu rentres chez Profideo.
Non, 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 pas du tout, pas du tout. Oh là là, oh là là. Bah moi j'ai les infos de LinkedIn, c'est pour ça. Ouais, mais LinkedIn On lui dit bien ce qu'on veut lui dire. exactement. Non, moi, en fait, pendant 2 ans, en fait, j'ai fini X République un peu fatigué. Alors, fatigué. J'avais besoin de redéfinir un peu ma vie, quoi, en fait. Et j'ai, mais par contre, je suis parti il me fallait un projet en sortant d'X République. Je me dis, je vais pas partir avec rien parce que je voulais un projet. Donc, j'avais un double projet de vie. C'était donner un peu plus de cours parce que j'aimais ça. Ok. Ouais, chaque année, quand je donnais ma semaine de cours, c'était une vraie bulle de respiration. Et ça me relançait mon année. Et l'autre, depuis très longtemps, j'écoutais des podcasts, donc ça c'était en 2019. Donc j'ai lancé une boîte de podcasts. Ah bah oui, c'est vrai, on en a Voilà, discuté, ouais. chaîne C'est vrai. de podcasts qui s'appelle Studio Minuit. Donc je connaissais quelqu'un que j'avais rencontré dans une autre boîte justement, ce fameux réseau, qui Mm. faisait des livres audio, qui vendait sur Audible. Et j'ai dit, mec, des trésors, on va les redécouper, refaire des pochettes et tout, et on va faire des podcasts. Et donc, il y a des podcasts. Studio Minuit, c'est devenu l'un des premiers, même le leader à un moment des podcasts hors natifs. On était dans les 5 premiers, pas encore. Et crime, tu vois, crime, histoire vraie, c'était. Et moi, en parallèle de ça, j'avais monté, je devais faire un podcast, des choses qui existaient déjà qu'on a repackagées. Et on a fait des créations. Et moi, moi, à l'époque, mon plus grand fils avait 5 ans. Et j'ai essayé de faire un truc qui s'appelle Kidiko. Et Kidiko, c'était un podcast pour les enfants, en fait. Un épisode de 10 minutes avec une thématique, les trains, et pour passionner de train. Je me rappelle avoir écrit comme ça sur mon Google Doc, là, l'épisode des trains et lui dire la structure n'a pas bougé de la première version. Des aménagements. Et ça reste, par exemple, là, récemment, j'ai vu que sur SNCF, quand on prend le train, on a accès à des contenus et ils proposent Kidiko. Non. Mais non. Et donc je fais ça et ça marche bien aussi. Ça marche bien globalement, les gens prennent alors ces podcasts. Et puis en plus, il faut dire que le Covid a pas mal aidé quand même, parce que les gens Ouais. ont du temps pour occuper les enfants, donc ce truc-là a vraiment été cool. On écrivait, on faisait intervenir les enfants, donc ça a été aussi une autre expérience en fait Waouh, de magique. boîte. Et en parallèle de ça, je donnais des cours. J'avais des appels d'anciens clients pour travailler, et moi, je crois que j'avais plus envie de faire du design à ce moment-là. Non, là, j'ai besoin de plus faire. J'ai besoin de plus faire pendant un an et demi, j'ai rien touché, quoi. Je regardais toujours ce qui existait, puis à un moment, les 3 derniers jours de X Republic, je suis allé en mission pour, je sais pas pourquoi. Parce qu'il fallait que j'aille en mission, c'était important d'aller en mission pour eux. Et Ah, si on peut bref. Bon, optimiser, bref, au final, ça, optimisation du TJM, hein. voilà, exactement, le TJM alors que je partais, bon bref, pas de souci. Peu importe, mais en tout cas, c'était cool au final parce que je suis allé bosser, je suis accompagné, j'ai allé faire, il y avait un design sprint en cours, il fallait un designer, tu vois. Bon, ben, il est libre, il y va. Et j'ai rencontré Profideo, et j'ai trouvé les gens très cool. J'ai retrouvé 2 mecs qui étaient à la tête de ça, et un troisième, qui est Loïc, qui, allez, on fait ça, paf, hop, c'est fait, et j'ai retrouvé Ah oui. cette envie de faire en fait, cette énergie à faire que je trouvais incroyable. Et donc je fais cet atelier avec eux. Et puis je finis ma mission 3 jours après. Il me rappelle, il me redemande pour revenir pour un autre atelier. On leur explique que bah, je suis plus parti, je suis plus là et machin. Il me rappelle, je dis non, non, j'ai pas envie. C'était cool, merci, mais et puis pendant un an et demi, tous les 2 mois, j'ai un appel quoi. Tu veux pas revenir travailler avec nous? C'était cool et tout. Ah ouais, c'est fou ça. Et à un moment, je dis bah Et ton suivi, oui, incroyablement. bah, et c'était flatteur. J'étais un peu, on va dire, fin de vie, j'étais un peu plus fragilisé sur ma capacité à faire et à être Ouais, un bon designer. c'est jamais C'est des simple, trucs ouais. dans la vie, quoi. Et donc, et du coup, là, il me rappelle, et puis à un moment, je dis, bon, bah, je vais bien travailler un peu plus en freelance, un petit peu, je fais des missions, donc et on voit que ça marche bien, en fait, et à un moment, moi, je leur dis, bon, bah, je vais, parce qu'entre-temps, je change de ville, je passe de Paris à Angers et je me sépare de ma femme. Donc j'ai une vie à redéfinir aussi. Donc il fallait un CDI fallait un CDI, quoi. Je leur dis voilà, moi je veux soit ou alors un engagement assez forfaitaire à l'année, un peu structuré Mm. pour me rassurer. Et il me propose un CDI que j'accepte donc ça fait donc Profideo initialement ils vendent des solutions pour
pour les assureurs, en gros, des aides pour. Alors, c'est très technique, c'est très peu design, mais c'est vraiment de l'expérience utilisateur employé sur des outils hyper compliqués avec de la donnée complexe. Et on fait ça pendant 2 ans, 3 ans, et la boîte se fait racheter. La boîte se fait racheter par Minalea, qui est une boîte d'Annecy, plus petite que nous, mais qui appartient à un gros groupe qui s'appelle Keris. Et sur un truc, sur un petit point qui a été, que j'ai pas évoqué, pourtant qui a été hyper structurant pour moi, c'est du coup, entre le temps où je suis devenu manager général, on va dire, de l'UX Public, et le temps où j'ai repris le projet, moi, à la fin, quand je designais sur Photoshop. Je designais sur Photoshop, voilà. Et je reviens dans le jeu, on va dire. Donc, le game. temps, il y a eu Sketch, il y avait eu. Ouais. Il y avait du InVision, il y avait tout ça, Protopie, il y a Bon, pas bref, il y avait eu plein de trucs. Je suivais ça d'un œil un peu. Chez UXLB, il y avait des cours, des fois entre les gens s'auto-formaient, donc j'essayais de suivre ça, mais voilà, quand on n'est pas dans le grand bain, quand on n'est pas jeté là-dedans, le soir, j'avais des enfants, j'avais des slides à préparer. Voilà, j'avais pas le temps, et ni l'énergie, et ni le besoin, surtout, de progresser. Et donc, je me rappelle que, la première mission chez Profido, il a fallu que j'y aille, quoi. Et ça a été une vraie claque. Je me suis revu faire des tutos de logiciels, alors que j'étais sur Photoshop, je maîtrisais l'outil, totale maîtrise de l'outil. Et là, je repartais d'un niveau hyper bas. Et ça a été hyper, mine de rien, maîtriser son outil, c'est hyper important. Hyper important d'être à l'aise sur son outil. Parce que c'est comme ça qu'on n'hésite pas à refaire, on va plus vite dans les idées. Tiens, une idée, je vais la faire rapidement. Ouais, Et puis là, le côté choc de génération. En plus, toi, quand tu pars du X Republic, comme tu disais, bah, tu as peut-être un peu une perte de confiance à un moment. Plus ça, plus. Je comprends que ça pose des questions, là. bah oui, c'est-à-dire, est-ce que je suis encore fait pour ce métier? Je connais plus l'outil, le monde, voilà, le monde, il y a même pas mal de changements, tu vois, donc t'y retournes, quoi. Et quelque part, moi, je voulais, quand je suis retourné chez Profideo et aujourd'hui chez Minalea, moi, j'avais deux ambitions, c'était vraiment faire, designer, quoi. Et les deux, c'est manager le moins de personnes possible, et 0 étant l'objectif, quoi. Et clairement, je voulais pas manager de gens, je voulais faire. Je voulais pas un manager, je voulais pas qu'il me dorlote, je voulais des objectifs. Et je voulais pas manager de gens. Et j'arrive, il y a 2 personnes sur place, une senior, une plutôt junior. La senior part très vite parce que globalement, je pense elle avait 16-18 ans qu'elle était là. Mon arrivée a déclenché une partie. Oui, soit c'est elle qui prenait le poste, soit c'était. Enfin, mais vu que c'était toi qui as été choisi, voilà. Et la junior, ouais, c'était compliqué parce que on n'avait pas du tout le même univers. Ça a été compliqué de communiquer avec elle et tout ça. Donc elle est partie. Et quand Nina est arrivée, il y a une personne qui était déjà sur place. Et en fait, on s'est hyper bien complété parce que elle, plutôt com, et moi plutôt interface. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'aime bien chez Minalia, c'est que c'est une boîte qui est. On est quoi? On est 60, 66, je crois. Ouais. On est 2 créatifs, entre guillemets, un designer plutôt interface, moi, et l'autre, et Camille sur la com. Mais je fais encore de la com, en fait. Moi, ce que j'aimais bien chez UX au début, c'était de faire aussi bien les posts LinkedIn, les posts Instagram, trouver des messages, trouver des trucs. Ouais. Faire les deux, être un peu multi-usage, quoi. Et ça, j'aime bien cette diversité dans le travail. Je retrouve aujourd'hui chez Minalia. Je suis dans un contexte aussi où j'ai des horaires cadrés, tu vois. C'est un truc, quand tu disais de décroissance tout à l'heure professionnelle, c'est au début, quand ils m'ont recruté, Profido, ils me disaient, mais t'es sûr, parce que t'étais associé, t'es sûr que tu veux devenir Un genre, contributeur individuel. ouais, t'es sûr que tu veux pas un poste de non, 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 moi je voulais, voilà. J'avais pas envie de ça. Je cherche pas le titre, en fait. Je sais pas que c'est bien ou mal, c'est juste que moi, je sais que depuis là, j'en apprends à se connaître, que j'avais plutôt envie de ça, quoi, en fait, d'être dans l'ombre, de faire, tu vois, sur le site web, par exemple. Je leur dis non, mais je veux même pas être sur le site web, moi, ne me mettez pas en avant sur. Voilà, c'est pas de la fausse modestie, c'est que je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le qualifier, mais le moins possible, quoi. Mais après, si on se dit les choses aussi, souvent on va chercher le titre parce que grâce au titre, il y a un salaire qui va au bout. Euh, et donc c'est pour ça aussi souvent que les gens, bah, ils sont Non, intéressés mais pour aller chercher ce titre-là. Maintenant, tu as des entreprises qui parfois bah, savent aussi récompenser à hauteur des compétences de la personne et de son expérience un salaire qui est adéquat. Parce que c'est vrai que quand on parle
parle toujours de, entre guillemets, de décroissance, mais on a tous envie d'avoir un haut salaire, tu vois. Oui, non, Donc, mais c'est là, c'est je un suis peu pas un loin, truc tu vois. un peu ambivalent, tu vois. Je comprends. Je vais pas être, comment dire, je vais pas être dans le caricatural. Effectivement, je préfère être augmenté que baisser de salaire, mais je sais aussi ce que coûte l'augmentation humainement, tu vois. Et Je oui, sais ce que les 20-30 000 en plus à l'année, ce que ça demande en plus. C'est ça que je veux te dire. C'est que ça tout à fait. demande souvent un investissement qui est beaucoup plus important, avec le stress associé, avec la charge émotionnelle associée. Charge Pour cognitive, être ouais. capable ou pas d'encaisser, c'est ça que je veux te dire. C'est que, effectivement, je préfère gagner plus d'argent. Tu vois, je veux pas être démagogue Bien là-dessus. sûr. Mais je sais ce que ça coûte maintenant. J'ai gagné plus dans ma vie et je sais ce Mais que ça m'a coûté. ça, c'est super intéressant parce que je l'ai je l'ai aussi un peu vécu. Pas un niveau très important, mais bon, quand même, je l'ai un petit peu vécu. Et là, dernièrement, j'ai échangé avec une head of design qui était plutôt spécialisée sur la recherche et qui avait 60 personnes. Donc, un gros, énorme Mhm. truc qui gagnait un peu plus de 100 000 euros par an. Mhm. Et c'est vrai que tu te dis, bah ouais, 100 000 euros, Et en fait, elle me disait, mais moi, ça y est, c'est trop, c'est violent, en fait, 100 000 euros. Parce que même toi-même, déjà, tu te mets une pression forte. Tout le monde se met la pression. Et puis, bah, il faut que tu rendes un investissement dans lequel toi, tu as envie de leur rendre 100 000 et plus, tu vois, entre guillemets. Mhm. Et en fait, elle me dit, bah, moi, maintenant, sur un salaire à 70, 80, etc., je suis prêt parce que bon, bah, malgré tout, tu as une vie qui va aussi un peu en fonction aussi de ce que C'est tu peux ça, c'est gagner. que tu. Mais 100 000 euros et plus pour avoir le rôle qu'elle avait avant, non, ça y est, elle a vu ce que c'était, elle préfère faire un pas de recul Ouais. pour être plus épanouie. Parce que c'est à ce niveau-là enfin, c'est à ce point-là qu'elle est épanouie. Ça m'a rappelé, moi, ça m'avait marqué parce que justement, au début du X-République, on faisait une journée où on faisait venir tous les consultants et on faisait une expo. On était jusqu'à 20-38 collaborateurs, on allait faire une expo. J'ai dit, c'est cool d'aller C'était couvrir une encore fabrique. possible. C'était encore possible. Vraiment, on a dit que c'était compliqué. Et je me rappelle, on a été voir une expo à la Gaîté Lyrique, c'était en 2015, je sais plus quoi. Et je crois que c'était, je suis pas sûr que c'était Stéphane Sagermeister, je crois. Bon, en tout cas, il y avait une courbe aux États-Unis, par rapport à un nombre d'interviews, c'était le salaire par rapport à l'auto-estimation du bonheur, en fait. On voyait qu'il y avait, plus tu gagnais d'argent, plus tu étais heureux, jusqu'à un certain point, en fait. À un moment, il y a eu Ah, une friction, parce que ils expliquaient justement ça, c'est qu'à un moment, c'est-à-dire que tu peux plus aller chercher tes enfants à l'école, tu peux plus, tu vas devoir travailler le soir, tu peux plus, tu dois prendre des décisions qui sont parfois à l'encontre de tes valeurs. voilà, exactement. Et ça a un prix, voilà. Et c'est des choix de vie, tu vois. Et là-dessus, j'ai aucun jugement à faire. C'est juste que moi, en fait, c'est trouver ce qui m'allait mieux à moi, en fait, quoi. Et je me Tout souviens à que, fait. ben, Et on est tous différents par rapport à. tout à fait. Il est où le point d'inflexion de chacun? Oui. Et souvent c'est quand on touche aux valeurs. Après, Ouais, moi, ce qui était, c'est qu'aussi, je voyais pas assez mes enfants, ou j'étais pas assez disponible pour eux. Et à l'époque, je pense aussi que j'avais été moins disponible pour mon ex-femme, tu vois, c'est que j'étais préoccupé très souvent, ouais. très préoccupé par plein de choses. Je me rappelle, je me levais, je regardais mes mails, je regardais mes mails tout le temps, tout le temps, tout le temps. Arrête, Romain, que tu commences à décrire ma vie là, c'est pas bon. Bah écoute, je te souhaite le succès déjà et Bah oui, 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 non, mais de temps en temps non, mais t'accorder ouais, des zones sûres un peu. Mais non, mais ouais, et surtout des sentiments dans le corps, en fait, des choses dans le corps que je ressentais des fois, des ouais. mails que je recevais, des trucs. Et puis, ouais, sur les valeurs, effectivement, quand les valeurs sont plus associées ou des ouais, sur non-adéquation avec avec certaines positions, bah écoute, ouais, effectivement, ouais. Une dernière ponctuation pour t'informer que toi aussi, en tant que designer ou researcher, tu peux devenir membre du Design Club pour accélérer ta carrière et avoir accès à des opportunités uniques. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global et via les liens en description de l'épisode. Merci de ton attention et bonne écoute. Non, mais t'as raison. Ok. J'aimerais qu'on parle un petit peu justement sur ta partie en tant que professeur à l'ISA. Sur justement, bah, tu nous formes la jeunesse des designers. Ouais. Quel est un petit peu, ouais, quel est ton,
quel est ton œil dessus, sans être entre guillemets parfois un peu le vieux con, et puis un peu en te projetant sur un peu la vision de l'emploi, comment t'imagines un peu la suite pour eux, etc. C'est plein de questions en même temps, mais Ouais, voilà, autour de ces jeunes c'est clair. designers. Et ben, alors, comment je peux dire ça? Déjà, j'enseigne depuis 2010, tu vois, quand j'ai 30 ans. En fait, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire dans ma vie, enseigner. Je faisais de la géographie pour devenir enseignant, en fait, pour devenir instituteur. Ok. De base. Donc, j'ai réussi à cocher cette case, pardon, avec des plus grands, mais toujours très cool. Eh bien, en fait, quand j'ai commencé à donner des cours, souvent les élèves, en fait, j'essayais d'être le prof que j'aurais voulu avoir, déjà. Et puis le prof que j'aimais pas, de pas reproduire ces schémas-là. Par exemple, j'avais des profs qui ne parlaient qu'à 3 élèves, les élèves qui l'intéressaient. Moi, j'ai par exemple un truc, c'est je parle à tout le monde, même ceux qui ne veulent pas me parler, je vais les voir, montrez-moi ce que vous faites, allez, on discute. Et il y a toujours, parce que des fois, on parle pas parce qu'on a peur ou parce qu'on Ouais, bien sûr. quand j'ai commencé l'ISA, quand je commençais à l'ISA, j'ai donné des cours dans d'autres écoles, mais l'ISA, c'est là où principalement je donne des cours. Les élèves étaient assez en circuit fermé, c'est-à-dire que c'était l'école, 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 avec des projets hyper artistiques, justement, je pense à ça. Et moi, j'arrivais avec des projets hyper sérieux. J'ai amené de la banque exprès. Des trucs hyper. Souvent, c'était de l'édition, des expos, des trucs hyper graphiques, tout ce que je voyais, qui je faisais pas moi, en fait. C'était pas mon quotidien. Et moi, mon objectif, c'était de leur partager mon quotidien, où je voyais qu'il y avait des débouchés et du travail, et qui était, mine de rien, intellectuellement assez intéressant. C'était pas beau dans le sens graphiquement beau, comme on peut voir, c'était pas des œuvres d'art qu'on faisait, mais c'était des outils qui répondaient à des besoins. L'un des premiers projets, je me rappelle, c'était en 2011, c'était Amazon veut lancer un service de prêt entre utilisateurs d'Amazon. Parce que D'accord. un petit peu était déjà décrié comme un grand pollueur, mais aussi parce que ça avait un terme d'image, et puis le deux, si tu penses que ça peut être là, tu peux quand même, tu peux acheter des cartouches, des trucs comme ça. Ouais. Côté circulaire, ok. Voilà. Et donc je leur ai dit, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Comment on fait pour faire ça? En fait, je faisais, ça n'existait pas encore, mais alors, ça existait, c'était pas, il n'y a pas eu le livre quand c'est sorti, un design sprint, en fait. Je leur restais une semaine pour faire un truc. Et j'essaie toujours, moi, à la fin, de faire venir quelqu'un d'extérieur. Parce qu'à la fin, les élèves, on les aime bien globalement. On est très tendre avec eux. On Ah oui. accepte. Et donc, du coup, pendant l'évaluation, j'essaie de faire venir quelqu'un, un professionnel, quelqu'un qui est près ou de loin associé au sujet, pour qu'il donne un feedback en direct. Et souvent, les élèves, moi, il y a deux choses que j'ai voulu amener et qui ont été appréciées par les élèves, parce que j'avais des retours, c'est que moi, j'arrivais avec un peu de théorie. Parce que les profs que j'avais, ils arrivaient avec leur aura de prof, de ce qu'ils avaient fait. Et surtout, j'arrivais avec de la théorie, avec des slides, avec des cours. Et puis on essaie d'appliquer directement pendant le truc. Et surtout, moi, je leur dis, et les profs, moi, que j'avais eu, et que j'ai croisé au début, ils avaient ce côté, non, mais c'est ma vision qui compte. Moi, je leur disais, j'en sais rien. Je leur dis, là, je pense que tu te trompes, peut-être, parce que mon avis, regarde, eux, ils font comme ça, c'est peut-être qu'il y a un sujet. Mais j'arrivais avec pas de certitude, en fait. Et je dis, tu travailles pas pour moi. Tu travailles pas pour la note, tu travailles pour potentiellement ce client, quoi. Et c'est un peu le discours qui les a un peu perturbés au début, c'est-à-dire ce côté prof et qui sait tout, parce que c'était un peu dans le monde de l'art, Le sachant, le sachant sachant utile. absolu, qui a roulé sa bosse. J'ai dû avoir ce comportement de temps en temps, on va pas se mentir, Bien mais globalement, c'était j'en sais rien, quoi, moi. J'ai pas fait le sujet avant vous, je l'ai pas fait, donc j'ai pas de réponse. On va chercher ensemble. Voilà, c'était un peu ma posture globale. Et, Mais et je te c'est. coupe, je me permets, c'est aussi une posture, c'est la posture du designer. Je Oui, sais carrément. pas, et puis on va voir avec la recherche utilisateur Mm. ce que c'est. Et je sais pas si tu as écouté le podcast avec Solène Saguez, Si, oui, que j'ai bien connu, mais que j'ai eu comme élève, justement, ouais. voilà, que tu as eu comme élève, et justement où elle parle de toi, où elle Mhm. explique que le gros changement que elle avait ressenti justement grâce à toi, c'est que tu leur expliquais que on n'était plus sur du parti pris artistique, mais on était sur une expérience testée ou enfin en fonction Validé, des voire validé utilisateurs, par. etc. Voilà, c'est ça, exactement. Et que ça avait été le gros changement en elle, tu vois, et qui a eu un impact. Et aujourd'hui,
c'est une responsable design reconnue. Donc bravo à toi, Romain. Non, non, mais La félicite. Bravo à elle surtout, hein, parce que, parce que ces discours-là, je l'ai eu avec d'autres gens, tu vois, et est-ce qu'ils ont le même succès? Peut-être pas, ou des succès différents, mais bravo à elle avant tout. Mais oui, effectivement, c'était un truc, je pense que les élèves ont assez peu l'habitude d'entendre ça, en fait. Parce que les profs ont ce côté, que j'ai vécu moi, et qui était un peu perturbant, parce que, par exemple, quand on fait des projets à plusieurs profs, les élèves disent, oui, mais le prof, il a dit ça. Et moi, je te dis ça. Qui a raison? J'en sais rien. Là, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'est-ce que tu vas prendre de ce que je vais te dire, de ce que tu vas entendre de ma part. C'est quelle synthèse tu vas faire et quel est ton parti pris à toi. Sinon, je fais le travail à ta place. Mais ça, là-dessus, les élèves, ils ont beaucoup de mal à dire, ouais, mais le prof, il a dit ça et je me suis engueulé parce que tu peux dire que c'est ton projet et que c'est toi qui vas décider, que tu portes tes idées. Par contre, argumente-les, fais des tests, fais des sondages, fais ce que tu veux, pour juste valider ton truc. pour Les convaincre. profs, les humains, ils ont tort, quoi, de base, quoi. Donc, il faut juste, voilà, ils ont tort Ça, ils ont raison aussi. Ils ont les deux, quoi. et ça va, t'étais pas trop détesté en salle des profs quand les autres profs te disaient ah oui. Alors là, ça, les profs, c'est pas aussi existant que dans les salles de l'école de design. C'est assez marrant comme ambiance. Moi, j'aime bien l'ISA parce que je connais un peu, alors de moins en moins, parce que ça bouge beaucoup, mais je connaissais les lieux, je connaissais le directeur qui avait été des anciens profs à moi, et ces gens-là ont changé de Ah oui, vie, bien bon, sûr. Ouais. là. Mais effectivement, je disais, mais non, mais le prof, il a dit ça. Je dis, bah, j'osais pas dire, des fois, j'osais dire, non, mais c'est n'importe quoi, faut arrêter. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de vérité là-dessus, quoi, faut arrêter, quoi. Donc, Mais c'est bien parce que ça fait créer un esprit critique ou ça fait créer un esprit qui est de se dire bah on sait pas, allons demander, posons des questions, justement convaincre et pas assommer par bah, par une position quoi. Mais moi, un vrai succès quand je suis prof, c'est quand je vois, en fait, on voit, il y a les bons élèves, tu vois, qui sont toujours à fond, qui écoutent, qui prennent des notes et tout. Et puis, il y a l'élève en début de semaine qui est un peu genre, parce que dans le design, il y a aussi ouais, ils ont 25 ans, bon, ils travaillent. Oui, ils sont un peu plus Les gens vaporeux. plus vaporeux, ouais, c'est bien trouvé, qui sont là. Et bon, s'ils en sont là en master 2 ou master 1, parce que souvent des gens qui sont quand même déjà bien avancés, qui sont déjà en entreprise, donc qui ont déjà une vie, mais qui quand même, au bout d'une journée et demie, qui rentrent dans le sujet, en fait. Et puis qui me disent, en fait, le sujet était top, quoi. C'est pas tant le cours, c'est le sujet, j'ai appris. C'est ça, moi, l'objectif, c'est que tu as appris à avoir une autre vision, et en fait, leur dire, c'est que la note, Ça on fait s'en fout. bousculer quoi. Mon évaluation, on s'en fout, quoi. C'est plutôt en quoi ça va vous servir dans votre vie professionnelle, quoi. Ou alors, vous avez pu avoir, si dans votre book, s'il est cool, tu vois, et que mettez-le, comme ça vous permettra d'avoir peut-être un autre job, documentez-le, parce que je demande beaucoup de documents sur les rendus. En fait, ce qui est intéressant, c'est pas le résultat final, c'est comment c'est arrivé là, quoi. Parce que voilà. Et donc, Ouais. ils savent en parler et tout. Donc, non, mais moi, je pense, si, moi, j'ai un ami très proche qui est aussi il travaille chez Radio France, c'est un grand designer aussi. Et lui, par contre, lui, la prof, ça l'intéresse pas du tout, quoi. Il a essayé, il m'a dit, mais c'est l'enfer, je sais pas faire, ça me saoule. Je pense qu'il faut avoir envie de partager ce Ouais, truc-là, bien sûr, bien et sûr. avoir envie d'expliquer. Mais c'est si les gens qui écoutent ce podcast ont l'occasion, qu'ils ont envie de le faire, ça fait vraiment du bien. Et en plus, on apprend sur soi aussi. Sur cette jeune génération, justement, là, les 2 dernières années, le gros sujet, c'est l'IA. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, le discours que je tiens, c'est OK, c'est un outil, et effectivement, il est assez disruptif, mais euh, je leur donne un exemple. Chez nous, chez Minaléa, il y avait un vieux service études qui avait des visuels vraiment d'une autre époque. On a tout refait sur intelligence artificielle avec et, Mid-journée, tout ça, ouais. et ils ont l'avantage d'être on est les seuls à avoir ces visuels et pas les trucs classiques avec des aplats, machin, tout le monde a et saoule tout le monde au bout d'un moment, Ouais. qui donne une sinistrose. Et je dis voilà, ça, j'aurais jamais eu le budget, moi, et ni le talent pour faire ça tout seul. Il y avait pour 6 mois de créer, en fait, et je l'ai fait en 5 jours. Il y a toujours le temps de trouver le truc, de me prompt. Donc, c'est aussi un moyen pour vous de monter en qualité, en fait. C'est pas un ennemi, c'est vraiment une pays. J'aurais pas eu, de toute façon, j'aurais pas, personne, ma boîte n'aurait jamais autorisé à dépenser 30 000 euros pour faire ça. Ça n'existe pas. J'aurais pas eu ça. Donc, ça m'a permis, moi, de dire, OK, ben ça coûte rien, pas grand chose, je vais le faire. Moi, ce que je dis aussi, c'est que faire juste du joli aujourd'hui, en tout cas dans le design, l'expérience, c'est pas suffisant, quoi. Aujourd'hui, du joli, c'est facile à faire quelque part, parce que tout est tellement à portée de main. Des belles photos, des beaux textes.
Moi, mon conseil, mais parce que c'est ce que j'ai fait, alors il est sûrement biaisé, mais c'est aller vers le complexe, en fait. Là, il y a de la complexité. Là où 3 prompts peuvent pas régler l'histoire, quoi. Voilà, Ouais. c'est mon choix, aller dans des trucs hyper. Non, mais je suis d'accord. Voilà. C'est là, Après, c'est en tout cas pour l'instant, pour l'instant, ouais, bien sûr. faut Moi, aller vers là, mais j'ai encore 19 ans, un truc pour donc ça, alors, c'est long. 45 ans, il me reste un peu moins de 20 à faire. On sait pas où on en sera. À 64 ans, si on n'a pas changé. Mais oui, après, parce que je leur dis aussi, c'est penser, les étudiants aussi, je travaille aussi avec eux sur le côté désirable et côté aussi, je leur donne un cours. Et un élève, il n'y avait pas longtemps, qui m'a dit, mais pouvez nous faire un cours sur le business model d'une boîte? Si vous savez pas comment on gagne de l'argent, mais ils savaient pas en fait comment on gagne de l'argent. Et ils ont trouvé ça cool, tu vois. Moi, j'aimais toujours, mais comment tu gagnes, comment tu payes les serveurs, comment tu payes les salaires. Je pose toujours ces questions en fait. Et c'est des trucs qui étaient aussi nouveaux pour les élèves, ça. On parlait argent, tu vois. ouais. Je parlais argent avec eux. Comment tu gagnes, qu'est-ce que tu vends, voilà. Et en plus, on en parle dans les réseaux sociaux, etc. Il y en a partout de comment maintenant être son propre entrepreneur, gagner de l'argent, etc. Et c'est vrai que l'éducation financière, elle n'est pas du tout Mm. faite à l'école, au collège, au lycée, etc. De créer, je sais pas, de la petite entreprise par classe ou un truc comme ça. Il y a pas du tout ça. C'est assez dommage. Et en effet, on voit bien que ça, c'est des sujets qui sont demandés par les designers. Justement, nous, avec Design Club, là, on est en train de réfléchir à faire une formation, une journée IA, devenir un designer augmenté, entre guillemets, et une autre journée business et impact du design pour savoir bien placer tous les curseurs et je dirais les moments où il faut prendre de la data pour ensuite la comparer avec ce que suite au design, voilà le delta, qu'est-ce qui s'est passé et réussir à derrière expliquer l'impact monétaire en horaire, bref. Et donc ouais, ça c'est un point qui est Mais ultra c'est un important point. et qui est pas assez poussé peut-être sûrement en école, peut-être Bah, pas dans tous aujourd'hui, les c'est vrai que services. l'alternance a ouvert un peu ça, c'est-à-dire qu'ils ont un peu une notion de ça, mais des fois, pour certains, c'est totalement abstrait. Mais comment tu gagnes ton argent? À quel moment? Qu'est-ce que tu vends? Comment tu fais un abonnement? Je pose, moi, ces questions-là, en fait. Et quand je leur dis, en plus, quand ils me font un écran, premier écran, ils me font un login mot de passe, je leur dis, mais vous savez combien ça coûte de faire venir à télécharger une appli ou faire venir quelqu'un, et vous leur dites, rentrez pas, tu ne rentres pas si tu ne me donnes pas ton nom. C'est quand même des mauvais choix, quoi. Et là-dessus, moi, ce qui me dit mes marottes, moi, en tant que prof, c'est le login mot de passe, quoi. C'est l'onboarding d'une application. C'est arrêter c'est des écrans faciles à faire, ils s'éclatent à faire ça. Et genre, ça saoule tout le monde, quoi. À moins que ce soit un vrai sujet, tu vois, comme on fait le WordPress, on fait un truc cool. Mais globalement, non, je leur dis, c'est comme si vous montrez tous vos défauts tout de suite, quoi. Montrez un peu vos qualités, quoi. Qu'est-ce que vous vendez, quoi. Je sais pas ce que tu fais, quoi. Donc, montre-moi un peu ton jeu, quoi. Donc, Ouais. et le monde du jeu, justement, moi, j'ai un peu appris ça, j'ai creusé le sujet beaucoup avec le jeu vidéo, quoi. Parce que j'étais exposé, mon jeu vidéo que j'avais fait, là, au début, j'ai fait ça comme les élèves, c'est-à-dire comme hop, tu veux jouer, bah, faut que tu donnes ton mot de passe. Et je savais même pas pourquoi, parce qu'on savait pas pourquoi, ce qu'on allait en faire. Mais comme tout le monde faisait ça, donc on le faisait. Et en fait, j'ai regardé les jeux. Bah, à l'époque, c'était Candy Crush qui cartonnait, tu vois. Les 30 premiers tableaux, tu joues, c'était gratuit, quoi. T'as rien donné, quoi. Et c'était millionnaire, milliardaire, donc c'est qu'il y avait un truc à faire, quoi. Ouais, tout à fait. Et en Et, plus, voilà. et comment tu vois l'arrivée dans le monde de l'entreprise justement pour ces jeunes qui sortent de l'ISA? Bah, globalement, moi, les chiffres que j'ai de l'école de l'ISA, parce que je suis un petit peu, c'est que les gens qui sont en Master 2, donc des gens qui sont partis avant, mais ces gens-là, souvent, trouvent un job. Alors, il y a encore 3-4 ans, c'était du 100%. Là, ils trouvent encore. Je trouve que là, le marché est encore bien. Alors, en termes de travail au sein de ça, souvent, moi, je suis étonné par la capacité des élèves à faire plein de choses, en fait. Ils sont très. Ils font maintenant, ils savent faire de la vidéo, certains ils codent sous Webflow, il y en a voilà, ils sont très horizontaux. Et ce qui est bien à cette époque-là, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va faire dans la vie, je pense. Donc, du coup, Mm. il irait creuser sa spécialité avec le temps, pourquoi pas. Moi, il y a un truc, alors c'était aussi un truc de vieux con, hein, mais c'est que se dire sortie d'école, je me lance freelance, moi ça me paraît un peu dangereux. Mais parce que c'est pas le chemin que je fais, donc ça me ferait. Parce que je crois que
même si on a fait l'alternance, sorti de l'école, freelance, globalement, on est tout seul chez soi, quoi. Et le réseau, et moi, mes réussites Ouais, c'est viennent ça. aussi d'un réseau qui m'a ouvert des portes, en fait. Ouais, et puis je pense que à 100% être freelance, c'est peut-être compliqué. Peut-être faire du freelance à côté, ça c'est, je pense que c'est Oui. important. Mais Romain, on arrive sur la fin de l'échange. Euh, Est-ce que toi tu as pour faire ta veille un site ou des réseaux sociaux que tu suis, que tu pourrais nous recommander? Qu'est-ce que je fais? Bon, pour faire de la veille, alors je fais assez peu de veille créa, Mhm. parce que ça me passionne. J'adore ce qui est beau, mais effectivement, c'est plutôt chercher des trucs beaux quand j'en ai besoin. Moi, j'ai quoi? Justement, j'étais assez moqué de ça. Je t'en parle à quelqu'un qui t'a fait un épisode, Alexandre Wallon. Ouais. Parce que j'allais sur, comment ça s'appelle ce truc? NetVibes. C'est un vieux truc il y a longtemps, j'étais NetVibes. Et maintenant, je suis passé sur Feedly. Et dans Feedly, c'est quoi? J'ai Numérama, que je regarde. Enfin, c'est plutôt l'écosystème, Écosystème tech. tech, voilà, Numérama, Journal du Geek, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des trucs. Fredzone, j'ai peut-être des vieilles refs, hein. J'ai peut-être pas mis pas mis le temps. Service, comment ça s'appelle? Si, comment ça s'appelle le truc Petit Web, la newsletter, là, que je regarde lundi. Mais je la reçois plus aussi souvent, donc peut-être que ça n'existe plus. LinkedIn, effectivement, on fait partie de la veille, hein. Alors LinkedIn, j'ai rendu LinkedIn agréable parce que tous les gens qui commencent par leur vie, leurs photos, je me suis désabonné d'eux. Et ça rend LinkedIn beaucoup plus intéressant. C'est les gens qui se congratulent. Ça me saoule, moi, donc je l'ai repris pendant 1 heure et demie. Mais globalement, quand tu enlèves ça, LinkedIn devient intéressant. Parce que les gens critiquent beaucoup LinkedIn sur ça. Mais quand tu fais un filtre, il y a des trucs super cool à voir, justement. Et justement, ça permet pas de les faire émerger. Donc je fais ça. Je fais Ok, ça et voilà. ok, trop bien. Et Je enfin, participe encore à des meet-up de temps en temps, de moins en moins. ok. Voilà. C'est les deux questions les plus complexes de ce podcast. Est-ce que tu as un film et un album de musique à nous recommander? Putain, tu m'as pas prévu ça. Un film recommandé, pourquoi? Parce que si je devais partir sur une île déserte, ou c'est mon film genre culte de toute ma vie, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Si tu dois dire à un martien, faut que tu regardes un film. Eh ben, j'ai tendance à dire que c'est mon film, parce que j'ai vu 4 fois, et puis la première fois que je l'ai vu dans un moment un peu important. Interstellar, ça m'a beaucoup marqué, je me rappelle. La musique, j'ai vu au cinéma, j'étais tout seul, et dans un moment un peu de sensibilité. Interstellar, ouais, ça m'a. Le côté, en fait, ce côté infini, en Voilà, fait. incroyable. Comme tout enfant, j'étais derrière à regarder le ciel, mais comment c'est grand, qu'est-ce que ça faisait peur, et c'était intriguant. Donc, peut-être que c'était un début de réponse, ce film. Et un album de musique. Alors récemment, je suis allé voir le ballet de Benjamin Millepied sur Jeff Buckley, Grace. Et alors, c'est date de 95, et 94. Même. Et à ces 14, c'est moi qui écoutais à 14-15 ans Rage Against the Machine, du Iron Maiden, du metal et tout, Guns N' Roses. Grace est arrivé là, ça fait partie des 2 albums avec Portiched qui sont arrivés à mes 15 ans. J'avais lu qu'à 15 ans, c'est là où en gros on se modèle musicalement. Donc Grace fait partie Ah, de ces d'accord. albums. À 15 ans, on se crée un peu son socle en fait. Par contre, on peut changer, Ok, mais je à savais 15 pas. ans, écrire, alors je suis à vérifier tout ça, bien sûr. Ouais, Et ouais, non, Grace, ça explique aussi des choses pour moi, je pense. d'accord, c'est pas Ok. totalement constitué, c'est cool. Mais grand Grace, ouais, du coup je l'ai réécouté. Il y a une boîte, une assoce, je sais pas si c'est une boîte, qui s'appelle Sonorium à Paris qui fait ça, qui fait écouter l'album en entier en fait, dans des super enceintes. C'est des filles avec qui je travaillais à l'époque des Dans des podcasts. lieux hyper sympas ou Ouais, pas, voilà. enfin, t'es dans mode C'était mes détente. voisines quand j'avais monté ma boîte de podcast dans un lieu de coworking. Et donc j'avais assisté à l'écoute de Grace en super enceinte, et puis il y avait un super conférencier qui va expliquer plein de choses que je connaissais pas lui. Et donc effectivement cet album il a une place à part. Pour ceux qui Bon, connaissent, écoutez-le. S'ils ne connaissent pas, ben, je vous invite à le découvrir. Et je vous invite de le découvrir, quoi. super. Eh ben, merci beaucoup, Romain, pour ce super moment, la compréhension euh, de tout ce que tu as pu faire et puis l'esprit critique qui fait, j'ai l'impression, partie de toi, à la fois pour le design, à la fois pour ta carrière et avec une vraie envie de pouvoir s'épanouir. C'est tout ça que je Je crois retiens. Bon, ben, Et c'était très cool puis, aussi. bah, écoute, on continue de se suivre sur les réseaux et puis j'espère un jour te rencontrer physiquement. Ben, avec plaisir.
Toi aussi, Allez, plein de chance pour le Design Club et puis plein de réussite et à très bientôt. merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast Head of Design. L'expérience à vos côtés est incroyable et je vous en remercie chaleureusement. Si tu veux aller plus loin, je te laisse m'ajouter sur LinkedIn. Je serai ravi de pouvoir débriefer avec toi des épisodes. Allez, le club ferme ses portes. J'espère que vous avez apprécié le moment et on se revoit très très vite.